Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 3 mars. Augusto Pinochet est arrivé cet après-midi à Santiago du Chili. Après 17 mois de séjour forcé en Grande-Bretagne, le dictateur de 84 ans que l'on disait cloué sur une chaise roulante s'est levé pour saluer chaleureusement son entourage. L'euthanasie pourrait être admise dans des cas rares et exceptionnels, a estimé aujourd'hui le comité d'éthique qui regroupe juristes et scientifiques. Cet avis est loin de clore la polémique sur ce qui reste un tabou. Nous recevrons dans ce journal le docteur René Sebag-Delanoë qui nous fera part de ses réserves. Nouvel accrochage à Mitrovica au Kosovo entre soldats français de la KFOR et civils serbes qui refusent toujours de voir des familles albanaises se réinstaller dans la partie de la ville qu'ils contrôlent. Nos envoyés spéciaux ont assisté à ces heurts. Et puis rugby, c'est une équipe française largement renouvelée qui va demain affronter l'Écosse dans le stade de Murrayfield à Édimbourg. Le 15 écossais à l'emblème du chardon compte beaucoup sur cette nouvelle donne. Le général Augusto Pinochet est arrivé aujourd'hui dans la capitale du Chili, Santiago. Le vieux dictateur que l'on disait incapable de marcher, de répondre à des questions, mentalement affaibli, a semblé pourtant très en forme dans son pays. Bon pied bon oeil, le général, 84 ans, une simple canne à la main, a reconnu son entourage qui l'attendait avec impatience. Après 17 mois de séjour forcé en Grande-Bretagne, c'est officiellement pour des raisons de santé que les autorités britanniques ont estimé qu'il ne pouvait subir un procès. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Édouard Perrin. Ils l'auront attendu longtemps, le général Pinochet. 17 mois durant lesquels il fut assigné à résidence en Angleterre et quelques heures encore ce matin sur la piste de l'aéroport de Santiago. Mais enfin, il est arrivé. Surprise, de toute évidence, le vieillard libéré pour raisons humanitaires n'a pas trop souffert ni de l'exil ni du voyage. Ce doit être l'air du pays qui lui donne la force de se lever de son fauteuil roulant. Notre institution continuera à donner son appui permanent et solidaire au général Augusto Pinochet. Il ne se faisait guère d'illusions, ces manifestants d'organisations de défense des droits de l'homme venus crier leur rage devant le quartier général de l'armée. Ils voulaient tester la détermination des soldats. La réponse n'a pas tardé. Le Pinochet qu'on a découvert ce matin à sa descente d'avion était en bien meilleure forme que ce qu'on a voulu nous faire croire, à tel point que je me demande s'il ne s'agit pas d'une farce ou d'un arrangement politique, parce que vraiment, il n'avait pas l'air si malade que cela. Lorsque son hélicoptère se pose sur le toit de l'hôpital, ils sont des milliers, les partisans d'Augusto Pinochet, massés autour du bâtiment dans les rues de Providencia, l'un des quartiers aisés de la capitale. Longtemps, ils ont cru que jamais on ne leur rendrait leur idole. Ce soir, non seulement Pinochet dormira au milieu des siens, mais déjà on dit qu'il pourrait bientôt, pourquoi pas, reprendre son siège au Sénat. Dominique, bonsoir, vous êtes en direct de Santiago. Alors, la surprise, c'est que Pinochet apparaît franchement très en forme. Ça n'est plus un retour, c'est une résurrection. Oui, Françoise, on pourrait même dire une guérison miraculeuse, et à tel point qu'on pourrait même se demander effectivement si Pinochet n'a pas fait un détour par Lourdes avant de prendre la destination de Santiago où il est arrivé ce matin. Vous savez, Lucia, sa fille aînée, déclarait tout à l'heure à la presse, peu après l'arrivée de son père, qu'Augusto Pinochet était un homme brisé quand il est monté à bord de l'appareil en Angleterre, et au fil du temps, plus il se rapprochait du Chili, de sa terre natale, mieux il se sentait. Alors évidemment, on est en droit de se poser quelques questions sur la validité de ses premières impressions et puis surtout des expertises des médecins britanniques qui l'ont déclaré absolument inapte à subir un procès. Cela dit, au Chili, ça ne changera rien, quel que soit son état de santé. Le juge Guzman, qui instruit une soixantaine de plaintes contre Augusto Pinochet, contre l'ancien dictateur, a bien l'intention d'aller au bout de cette instruction et il demandera très certainement la levée de l'immunité parlementaire du sénateur à vie. Merci beaucoup, Dominique.
Surprise dans les jardins parisiens, c'est au cours d'une conférence de presse consacrée aux parcs et jardins de la capitale que Françoise de Panafieux a annoncé aujourd'hui sa candidature à la candidature RPR pour les municipales de 2001 à Paris. Jean Tibéry, le maire en titre, qui assistait à la conférence de presse, a appris la nouvelle comme tout le monde. Après les déclarations de Philippe Séguin ce matin dans la presse, les candidatures pourraient bien, disons, fleurir comme le printemps. Jean-Baptiste Prédali et Madi Diawara. Bonjour, vous êtes la bienvenue. Je me réjouis de voir l'intérêt que vous portez aux espaces verts parisiens. Le problème pour Jean Tibéry, c'est que même les espaces verts parisiens sont désormais semés d'embûches. Une banale conférence de presse, par exemple, et tout peut s'emballer. Car aux côtés du maire de Paris, il y a Françoise de Panafieux, son adjointe RPR aux parcs et jardins, mais qui ce matin avait décidé d'évoquer un autre sujet. Je voudrais dire que Michel Alliot-Marie a dit juste. Je l'ai rencontré en tête-à-tête et je lui ai fait part, bien sûr, de ma détermination d'être candidat à la candidature. C'est une annonce surprise, la conférence de presse vire au duel électoral. Alors je note l'intérêt qu'il y ait une deuxième candidature supplémentaire, ça fait que nous serons 3 candidats. Gêne dans la salle, surtout chez les partisans de Jean Tibéry, nervosité, mauvaise humeur, puis dialogue de sourds. La raison de ce nouvel accès de fièvre à la mairie de Paris, c'est sans doute la prise de position de Philippe Séguin. Toujours favori dans les sondages, toujours candidat implicite, l'ancien président du RPR propose sa méthode pour départager à droite les candidats à la candidature. Il me paraît hors de question de s'en tenir au vote des seuls membres du RPR, dit-il, et d'ajouter « il y a une majorité municipale à Paris, c'est à l'ensemble de ceux qui se reconnaissent en elle qu'il revient de se prononcer ». Contrairement à Jean Tibéry, Philippe Séguin veut donc des primaires étendues à tous les partis de l'opposition pour désigner un candidat unique de la droite en 2001. La première réaction des alliés du RPR à Paris est favorable. Il est clair que c'est une marche vers l'union. Moi, je me félicite de tout ce qui pourra éclaircir le paysage. Et je crois que tous les Parisiens et tous les Français souhaitent qu'on en finisse avec ces querelles de chapelle et ces querelles d'étiquettes. Au RPR, à Démocratie Libérale ou à l'UDF, ce sont maintenant les états-majors qui devraient se prononcer sur l'initiative de Philippe Séguin. En attendant, une fois de plus, à la mairie de Paris, on a sorti les couteaux. Et ce soir, Jean Tibéry demande à Michel Alliot-Marie d'organiser un vote du RPR parisien dès le mois prochain sur ses candidatures. 1999, année record pour la pression fiscale. 45,7% de la richesse nationale ont été prélevés dans le porte-monnaie des Français, que ce soit sous forme de cotisations sociales ou d'impôts. Le ministère des Finances, qui a confirmé ce chiffre, affirme que l'on fera mieux l'an prochain pour le contribuable, bien sûr, c'est-à-dire que la pression fiscale devrait baisser d'1 point. Explications et éclaircissements avec Pascal Golomer. À Bercy, on se serait bien passé d'un tel record. Jamais le taux de prélèvements obligatoires n'était monté aussi haut en France, 45,7% du produit intérieur brut. Ce taux, qui permet de mesurer la pression fiscale, c'est en fait le rapport entre d'une part le total des impôts et des cotisations sociales perçues en un an, et d'autre part le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire toute la richesse produite en France durant cette même année. En 1999, le total des prélèvements a augmenté de 4,7%. Particuliers et entreprises ont payé en effet davantage d'impôts. Mais avant tout parce que leurs revenus 98, sur lesquels ces impôts sont calculés, avaient fortement augmenté. Le produit intérieur brut, lui, a moins progressé que prévu en 99, plus 3,2%, et c'est ainsi que le taux de prélèvement s'établit à 45,7% du PIB. Pour 2000, le ministère des Finances promet une baisse de ce taux. D'abord, grâce aux allègements d'impôts, 40 milliards de francs déjà prévus, c'est notamment la baisse de la TVA sur les travaux d'entretien. Sans compter d'autres mesures qui pourraient être annoncées au printemps, comme une baisse générale de la taxe d'habitation par exemple. Du coup, la hausse des prélèvements obligatoires se limiterait pour 2000 à 2%, tandis que la croissance du PIB, elle, pourrait atteindre, selon Bercy, 3,5%. De quoi ramener le fameux taux de prélèvements obligatoires à son niveau de 1997, 44,8% du PIB, c'est encore très nettement au-dessus, malgré tout, de la moyenne européenne. Je vous rappelle en tout état de cause que vous avez jusqu'au 15 mars pour remplir votre déclaration de revenus.
Presque 300 milliards de francs gagnés en une journée, c'est ce que France Télécom a pu constater avec son action qui s'envole sur le marché boursier. L'État français, qui détient toujours 63,2% du capital, est aujourd'hui le plus riche actionnaire de France, ce qui pourrait l'amener à prendre d'autres dispositions et vendre une certaine partie de la société. Les explications d'Émilie Lançon et Vincent Ferreira. Il y a 3 jours, France Télécom présentait son nouveau logo à la presse et lançait sa dernière campagne de pub. L'entreprise a décidé de se tourner vers Internet et le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bon, son président, a réussi son coup. Hier, après l'annonce de la possible entrée en bourse de ses activités Internet, l'action France Télécom a pris 25% pour atteindre les 219 €. En une seule journée, France Télécom a gagné 295 milliards de francs, du jamais vu à la Bourse de Paris. Depuis l'ouverture de son capital en septembre 1997, l'action n'a cessé de grimper. La valeur du titre a carrément été multipliée par plus de 7 en l'espace de 2 ans et demi, et ce n'est visiblement pas fini. Oui, l'avenir de France Télécom, je crois qu'aujourd'hui, il est plus assuré que celui de la plupart des valeurs Internet, puisque France Télécom bénéficie d'une position historique très forte, d'un quasi-monopole dont on ne fait aujourd'hui que sortir. Donc ces positions aujourd'hui paraissent inattaquables et France Télécom a su saisir le tournant de la nouvelle économie, le tournant à la fois de la téléphonie mobile et le tournant d'Internet. Et c'est pour ça qu'Itinéris et Wanadoo, ça fait rêver. Et c'est vrai que France Télécom a des raisons de voir la vie en rose. Même si l'action a un peu baissé aujourd'hui, Wanadoo, voilà, les pages jaunes à la page, tous les sites Internet du groupe valent aujourd'hui de l'or. Avec 224 milliards d'euros, France Télécom est devenue la première capitalisation boursière de la place de Paris. Cette cagnotte revient à l'État, actionnaire majoritaire, mais hier, Christian Sauter, le ministre de l'économie, a annoncé que France Télécom pourrait élargir son capital. Quoi qu'il arrive, l'État est cependant tenu par la loi de conserver au moins 50,1% des parts. Pour la première fois en France, des hautes personnalités scientifiques et juridiques acceptent l'idée de recourir exceptionnellement à l'euthanasie en cas d'extrême douleur et d'échec des soins palliatifs. Le comité d'éthique évoque la compassion face à certaines détresses quand il n'y a plus d'espoir et que le patient demande d'abréger ses souffrances. Explication de cet avis complexe avec Laetitia Legendre et Pierre Moscovici. Une exception euthanasique, c'est la proposition rendue publique ce matin par le comité d'éthique. 3 ans de travail sur un texte qui lève le tabou sur l'euthanasie en France, mais qui reste prudent. L'avis accepté à l'unanimité par les 40 membres du comité ne demande pas la dépénalisation de l'euthanasie. Elle reste condamnée par la loi, mais elle pourrait faire, dans certains cas, l'objet d'un arrangement juridique. Nous sommes pour le maintien de la loi. Et nous sommes simplement pour que, lorsque ces situations extrêmes existent, qu'il y ait une sorte d'exception d'euthanasie au sens juridique du terme. Ce serait donc au juge de se prononcer sur les cas d'euthanasie. Mais il pourrait consulter une commission chargée d'examiner les circonstances de l'aide à la mort. Le comité insiste aussi sur le développement des soins palliatifs, tout en refusant l'acharnement thérapeutique. Mise en œuvre par l'équipe soignante, l'exception euthanasique doit pouvoir se justifier dans des situations extrêmes en respectant impérativement le choix du malade et de son entourage. Mais l'avis du comité demeure consultatif. Pour avoir force de loi, il faudrait que le Parlement s'en saisisse. En Suisse, l'euthanasie est interdite par la loi, mais pas l'assistance médicale au suicide. Des médecins militants pour le droit de mourir dans la dignité peuvent ainsi aider leurs patients à se suicider. C'est le cas d'au moins 300 personnes cette année. Sébastien Leguet et Éric Delagneau se sont rendus à Lausanne pour voir comment cette pratique était mise en œuvre. Lundi 30 novembre 1998, je déclare que je suis conscient de mon état. J'ai un cancer de la gorge. Sachant que l'on ne peut plus rien faire, je préfère en finir le plus rapidement possible. Je choisis de m'endormir avec l'assistance du docteur. C'était son beau-père. Un jour, un médecin l'a aidé à se suicider en lui procurant une potion mortelle. À plusieurs reprises, il avait dit et écrit qu'il ne voulait plus souffrir. Je pense qu'il a aussi voulu nous épargner plein de choses à ce niveau-là, toute ces douleurs, cette panique qui peut surgir quand on est à côté de quelqu'un qui étouffe, qui a des convulsions, c'est insupportable. Et cette façon d'envisager sa mort nous a aussi beaucoup aidé à l'accompagner. L'euthanasie active est considérée comme un meurtre en Suisse, mais le code pénal ne condamne pas le suicide assisté s'il est pratiqué dans la compassion. Ce médecin ORL
militant pour le droit à l'euthanasie, aide parfois des patients à mourir chez eux. Le patient est debout, il vient m'accueillir, il me présente encore quelques personnes de sa famille si je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces personnes auparavant. On discute encore avec le patient. Et lorsque le patient a décidé de prendre sa potion, je suis à ses côtés avec l'un ou l'autre membre de sa famille. Je suis là lorsqu'il s'endort définitivement et c'est moi qui fais le constat de décès et qui informe ensuite la justice. Mais le corps médical suisse refuse dans son ensemble de rendre un tel service aux patients qui le demandent. À l'hôpital de Lausanne, une équipe mobile de soins palliatifs est là pour soulager la douleur physique, mais aussi morale, des malades en fin de vie. Visite dans la chambre d'un patient trachéotomisé en phase terminale d'un cancer qui respire grâce à une machine. Comment va l'appétit? Très bon. Donc, tout normal. Ça, c'est quelque chose aussi qui a changé, alors. Il sourit, mais ses pensées sont parfois bien noires. Vous souhaiteriez mourir rapidement. Et comment? Une crise cardiaque? Une piqûre? La piqûre, on ne la lui fera pas, du moins à l'hôpital. Ces médecins sont loin d'ignorer ses souffrances, mais ils chercheront à les apaiser par un traitement et beaucoup d'écoute, sans précipiter ni retarder sa mort. Docteur René Sebag-Lanoé, bonsoir. Vous êtes chef du service de gérontologie et de soins palliatifs à l'hôpital Broussais. Est-ce que... Paul Brousse. Paul Brousse, pardon, excusez-moi. Est-ce que ce qu'on vient de voir, ce qui se passe en Suisse, ça vous choque? Ça vous met en colère de voir que ce système de suicide assisté est accepté comme ça? Disons que je suis beaucoup plus proche du deuxième montage, si vous voulez. Le fait qu'un médecin participe à un suicide assisté, oui, je crois que ça doit d'ailleurs choquer beaucoup de médecins. Je pense que nous n'avons pas fait de la médecine pour jouer ce rôle. Alors, aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a un vrai retard sur le financement des soins palliatifs. Est-ce que l'idée de tolérer, dans certains cas même exceptionnels, l'euthanasie ne veut pas handicaper justement cette réflexion sur l'importance des soins palliatifs? Écoutez, dans le rapport, il y a tout de même, l'accent est mis sur le développement des soins palliatifs, avec notamment des phrases très précises, encourageant le financement, la poursuite du financement nécessaire au développement des soins palliatifs. Alors tout ça est effectivement très positif. Alors c'est vrai tout de même que sur la fin du rapport, il y a cette histoire d'exception d'euthanasie qui prête à réfléchir parce que effectivement ça peut semer un peu la confusion, ça peut peut-être aussi freiner les efforts qu'il faudrait faire et là, je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu des soins palliatifs seront un peu gênés par ce... Parce que cette exception euthanasique, ou cette demande d'euthanasie, elle peut changer d'un jour à l'autre. Quand on souffre beaucoup, on est très malade, on dit on va en finir, puis demain ça va mieux, et on a changé d'avis. Et c'est tout le problème, si vous voulez. D'ailleurs, dans le rapport, on parle de demandes réitérées à plusieurs reprises, etc. Parce qu'effectivement, demander à mourir si on souffre terriblement, c'est évident. Mais à partir du moment où il y a un traitement efficace de la souffrance, cette demande s'estompe. Les gens peuvent aussi demander à mourir. Dire si jamais j'ai un accident de voiture et alors que oui, ça c'est la demande ouais. des bien portants qui imaginent des situations qu'ils ne sont pas du tout en train de vivre. Je crois et qui changent d'avis parfois après. Ah, mais c'est évident. C'est évident, il peut y avoir des changements d'avis tout à fait radicaux, j'en ai vu personnellement et c'est très très instructif. Alors vous vous occupez d'un service de gérontologie, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque pour les personnes âgées d'avoir peur d'aller à l'hôpital en se disant, ma foi, l'exception euthanasique, il ne faudrait pas qu'elle soit trop pratiquée? Ah ben, c'est effectivement un risque que les gens entendent parler de ça, ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit et que effectivement cela les angoisse par rapport à l'hôpital.
Merci beaucoup, docteur Sebaglanoué, d'être venu nous voir ce soir. Sacrifiant à la tradition, le Premier ministre ce matin a arpenté les allées du Salon de l'Agriculture qui fermera ses portes dimanche. Il a croisé sur son passage l'incontournable José Bové. Non, ça n'est pas lui avec les chats, vous allez le voir dans quelques instants. Avec José Bové, il a évoqué l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, pour ne fâcher personne, il s'est ensuite entretenu avec Luc Guyot, le président de la puissante fédération agricole. Et enfin, il a croisé Robert Rue, vous le voyez, au milieu d'une foule nombreuse. Lionel Jospin a annoncé une aide supplémentaire de 150 millions de francs pour les pêcheurs et producteurs de coquillages touchés par la marée noire. L'agriculture biologique a de plus en plus de succès. Le marché progresse de 20%, au point qu'il faut parfois se fournir à l'étranger pour fabriquer les produits bio vendus en France. Yann Frontier et Rémi Poissonnier se sont rendus dans une exploitation qui a choisi ce mode de production très strict, mais qui peut rapporter gros. Donc en termes de fumure, qu'est-ce que tu apportes? Strictement rien du tout. Rien. Donc toute la journée, les questions vont se multiplier. Pour Jean-Paul Hoquet, éleveur laitier qui a fait le choix de l'agriculture biologique il y a maintenant plus de 7 ans, c'est le prix à payer. Une fois par an, son exploitation est scrupuleusement contrôlée, un gage de sérieux. Quand j'ai démarré, on était vraiment marginalisé. On souriait même sous cap. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus crédible et on est regardé quand même sous un autre œil, d'une part parce que économiquement on gagne notre croûte, donc on est crédible parce que le but quand même de tout le monde c'est d'abord de vivre de son métier. Et puis deuxièmement, je pense que les agriculteurs seront plus sensibles à la qualité aujourd'hui. Plus sensibles peut-être, mais ils ne sont aujourd'hui que 8000 producteurs à pratiquer le bio, ce qui représente 1% des surfaces agricoles en France. Là, on les rentre à 4 heures, elles mangent ce qui reste d'ensilage pour nettoyer. Il faut dire que le cahier des charges est très strict. Aucun engrais soluble, aucun pesticide ne doit être utilisé. 5 organismes agréés par le ministère de l'Agriculture sont là pour le faire respecter. C'est le travail de cet inspecteur qui délivre ou non un certificat. Pour cela, le producteur doit respecter certains critères. Montrer la cohérence entre ce qui est produit et les besoins de l'élevage, et donc montrer qu'il y a bien autonomie alimentaire de la ferme, qui est un principe de la bio. Des règles qui ne sont pas pour autant une garantie de qualité. C'est l'un des paradoxes du bio. Aujourd'hui, lait, beurre, fruits ou viande bio envahissent les rayons. Une filière en pleine explosion avec un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs. Mais bio ne veut pas dire meilleur au goût ou diététique assurée. Ce que je veux bien dire, c'est que le bio n'a qu'une obligation de moyens. Je ne dois pas faire d'intrants, de pesticides, d'herbicides, de synthèse, mais par contre, je n'ai pas d'obligation de résultat. Le bio surfe donc avant tout sur son image. Une image qui se paye. En moyenne, les produits bio coûtent 15 à 20% plus cher que les autres. Chez Molinex, les suppressions d'emplois continuent. Ce matin, le PDG Pierre Blaillot a confirmé le plan de restructuration qui prévoit le départ de 2500 salariés dans les 3 ans qui viennent, dont 1700 en France. Les sites les plus touchés seront ceux de Falaise et de Cormelles-le-Royal dans le Calvados. Des croix de plus de 7 mètres de haut érigées dans plusieurs sites de France et qui sèment un peu d'émoi. Cet après-midi, le maire d'un petit village varois, les Salles-sur-Verdon, comparaissait devant le tribunal de Draguignan pour avoir mis en place une de ces croix au mépris des règles d'urbanisme. Derrière cette histoire qui pourrait être cloche-merlesque, se profile un nouveau mouvement qui ressemble à une secte et où la foi sert avant tout le profit. Joël Bruandé et Guillaume Fautrat. Religion, c'est une croix. On est tous des chrétiens et c'est une croix. Qu'elle soit, comme je te dis, en fer, en bois ou moderne, celle-là, c'est toujours des croix. Une croix, elle est faite comme ça. Et c'est tout. Chacun sa croix. Voilà. Elle est arrivée ici il y a 3 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a su faire parler d'elle. Voilà la fameuse croix. 7,38 m de pur plastique blanc. Aujourd'hui, elle est dans le jardin de M. Richard, mais il n'est pas le propriétaire de la croix. En fait, il n'en connaît même pas la signification. Lorsqu'elle est venue me mettre cette croix, moi je croyais qu'elle était catholique. Alors il y en a qui disent qu'elle est diabolique. Ben, j'en sais rien, moi. Et ne cherchez pas ceux qui ont installé ici la croix glorieuse, ils sont partis. L'ancien curé, ainsi qu'un des moines de la paroisse qui avait su séduire une bonne partie du village. Elle est arrivée là grâce, entre guillemets, à un moine qui était présent sur la paroisse et qui a fait en sorte de convaincre les paroissiens de mettre la main à la poche pour l'achat de ce monument, appelons ça comme ça. Combien ils ont payé? À mon avis très cher, plusieurs dizaines de milliers de francs.
Hors caméra, on murmure le chiffre de 40 000 francs. Pour comprendre d'où vient cette croix, il faut venir dans le Calvados, à Dozulé. Chaque année, des centaines de personnes viennent se recueillir au pied de cette croix. Certains ici sont d'authentiques pèlerins, persuadés que le Christ est apparu dans les années 70 à une habitante du village, pour lui demander d'ériger une croix de 738 mètres. Mais des petits malins ont vite compris qu'il serait beaucoup plus raisonnable et surtout plus lucratif de vendre des croix de 7,38 mètres. On ne vend pas les croix. La croix ne se vend pas. La croix ne se vend pas. On s'unit ensemble. Vous voyez, mais c'est fantastique, c'est le Seigneur qui nous unit, c'est pas nous. Des croix, il s'en est vendu en France plusieurs dizaines. Un peu partout, comme ici, dans le Loiret, des riverains commencent à protester contre cet objet un peu étrange, symbole d'une religion plutôt marchande. À l'étranger, l'aide internationale s'organise pour venir en aide au Mozambique, touché depuis 3 semaines par des inondations dramatiques. La France a envoyé sur place le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc pour aider au secours, alors que déjà on redoute l'arrivée d'un nouveau cyclone. Thierry Curtet. La cime des arbres comme un radeau pour ces naufragés. C'est l'ultime refuge pour tout un village. Les seuls secours possibles viennent des airs. 1 million de personnes sinistrées, isolées, sans eau, sans nourriture. Parfois 20 jours sur un toit ou dans un arbre. Si le bilan actuel fait état de 200 morts, il n'est hélas bien sûr que provisoire. 2 grandes régions ont été touchées, au sud et au centre du pays le long du fleuve Zambèze. Loin de la mer, la décrue s'est enfin amorcée, laissant au milieu de la boue apparaître des cadavres d'animaux. Les risques d'épidémie, de choléra notamment, sont désormais bien réels pour cette population affaiblie. Mais plus à l'est, vers l'embouchure des fleuves, le niveau de l'eau remonte. Il reste encore plus de 100 000 personnes bloquées. L'aide alimentaire parvient au camp organisé. Mais devant l'ampleur de la catastrophe, les secours s'interrogent. Faut-il rassembler les réfugiés? Faut-il au contraire tenter de les nourrir là où ils se trouvent lorsqu'ils ne sont plus en danger? C'est une question cruciale et pour l'instant sans réponse. Une 3e dépression tropicale avec de nouvelles pluies diluviennes est annoncée. Cet après-midi à Mitrovica, les soldats français de la KFOR ont été à nouveau pris à partie par quelques 200 Serbes qui refusent de voir des familles albanaises se réinstaller dans la partie nord de la ville, à majorité serbe. Selon un premier bilan, 3 gendarmes français auraient été blessés au cours de ces échauffourées. Reportage sur place avec Anne Poncinet et Gilles Jacquier. Les Serbes savaient que des Albanais devaient être relogés dans ce quartier de Mitrovica, côté serbe. Alors ils sont venus en masse pour l'empêcher. Ils ont été refoulés. C'est dans ces 3 immeubles que voudraient se réinstaller des Albanais. De l'autre côté de la rive, ils attendent la mise en place d'un pont mobile pour pouvoir accéder. Retour côté serbe, les manifestants ne se calment pas. Quelques-uns côté tour nord, ils en profitent pour bavasser là-bas. Débordement à l'arrière, c'est en fait toute la zone des 3 immeubles qui est assiégée par la population serbe. Un homme est aperçu par les soldats français armés d'une grenade à main. Oliver Ivanovic, le représentant des Serbes de Mitrovica, arrive sur les lieux. Il avait pourtant donné son accord pour cette opération de relogement, mais il ne contrôle pas la situation. Et de toute façon, on ne cédera pas parce que si on ne commence pas à faire des petits pas dans un sens et dans l'autre, on ne tiendra pas avec une situation immobile. C'est impossible. Déjà hier, les soldats du génie avaient posé le pont mobile en face des 3 immeubles pour permettre aux Albanais de retourner plus directement chez eux. Première tentative qui a échoué. Les Albanais ont dû rebrousser chemin sous les jets de pierre des Serbes que la KFOR n'a pas pu empêcher. Alors ce matin, les habitants des 3 immeubles sont allés réclamer une protection plus forte pour renouveler l'opération. Bayram Redjepi, le représentant des Albanais de la ville, n'est pas disposé à renoncer. C'est très important parce que c'est un premier pas. Et si la KFOR et la mission des Nations Unies veulent retrouver leur crédibilité auprès des Albanais, il faut que ce premier pas soit une réussite. Finalement, au prix d'une présence très forte des soldats français, 20 familles albanaises ont pu réintégrer leur logement ce soir. C'est une solution militaire, mais il reste à trouver la solution politique pour que ces familles puissent maintenant rester chez elles. Hier à Vienne, le grand bal de l'opéra
a été boycotté par une partie des invités qui refusaient d'apporter leur caution à la nouvelle équipe au pouvoir. Ce bal s'est tout de même tenu, mais dans une ambiance plutôt lourde. Et sous les fenêtres, 15 000 manifestants s'étaient rassemblés. Jörg Haider n'est pas allé danser, mais un invité très inattendu a été refoulé. Commentaire de Philippe Gassot. La fête a eu lieu quand même, valse traditionnelle malgré l'ambiance qui rendait le bal intemporel. Il y avait, c'est vrai, beaucoup de si, des si et aussi des pourquoi. C'est ce qui a fait que les stars invitées ne sont pas venues. Les questions embarrassantes étaient dehors. Là où en plein cœur de Vienne, la droite extrême avance au petit trot. Là où des ombres planent, rappelées par des manifestants qui ont réussi à tromper les 1000 policiers de faction. Les femmes ont la pâleur des soirs où il faut faire bonne figure. Les officiels, la gêne distinguée, et le chancelier, la raideur d'un ami d'Haider. Catherine Deneuve et Claudia Cardinal, qui devaient être là, décolletées et robes du soir, ont préféré décliner. C'est vrai qu'on ne danse pas avec n'importe qui, surtout la valse brune. Après une semaine extrêmement perturbée pour le 15 de France, blessures et fatigue en tout genre, c'est une équipe remaniée qui s'est entraînée hier et aujourd'hui en terre écossaise, sous la pluie et dans le froid. Après la défaite il y a 15 jours face aux Anglais au Stade de France, les tricolores ont intérêt à mettre le paquet ou à aller au chardon, comme on dit en Écosse. Christophe Duchiron, Jean-François Hoffmann. Il y a des semaines comme ça, où les choses décidément ne tournent pas rond et où les rugbymen du 15 de France regrettent peut-être que la vie tourne à l'ovale. Il y a des semaines comme ça, où le rugby n'est plus tout à fait un jeu mais un phénomène de société, où l'on évoque pêle-mêle les blessures qui s'additionnent, le calendrier démentiel et la récupération insuffisante. Depuis hier en terre écossaise, l'heure est à la remobilisation. À l'entraînement, on règle les schémas de jeu entre les anciens et les nouveaux. Pour remplacer les blessés, on a fait du neuf avec des bleus. Dodé, 0 sélection. Chabal, 0 sélection. Elissal, 0 sélection. Desbrosses sélectionné une fois, Lossuc 2 fois, Merceron 2 fois. Titulaires ou remplaçants, ce qui fait défaut aux nouveaux appelés par Bernard Laporte, ça n'est ni le talent, ni la volonté. Il aura des joueurs qui ont extrêmement envie, donc quelque part ça compensera un petit peu le manque d'expérience. Et les joueurs qui rentrent dans le groupe, je crois, ont envie vraiment de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'ils ont envie de faire partie de ce groupe-là. Cette semaine, les Bleus avaient des bleus, voire pire. On a eu peur pour la cuisse d'Olivier Magne, on a frémi pour l'épaule de Dalmazo, on a beaucoup craint pour la contracture au dos de Fabien Pelouse. En revanche, rien à la langue quand il évoque à sa manière les internationaux qui en ont marre de trop jouer et de se blesser. On ne se sent pas l'âme pour soulever tout ce tas de fumier, pour ne pas dire le reste, mais je crois que maintenant on va être obligé parce que c'est vraiment notre santé d'homme et pas que de sportifs qui est mise en péril. Cet après-midi, sur la pelouse du stade de Murrayfield, où souvent d'ailleurs, les Français ont connu le vent de la défaite, Gérald Merceron s'est essayé aux coups de pied divers et variés, comme une répétition avant le grand match de demain. L'an dernier au Stade de France, l'Écosse avait battu la France, on dit les Écossais avares, mais les Bleus sont-ils capables de leur rendre la monnaie de leurs pièces? C'est une Carmen dansée que Laurent Lampetit présente en ce moment à l'Opéra Garnier. Pour ce ballet qu'il a créé il y a près de 50 ans sur la musique de Bizet, le chorégraphe a choisi Aurélie Dupont, jeune danseuse étoile, plutôt inattendue dans ce rôle, Antoine Cormery et Philippe Jasselin. Vous la connaissez, vous la connaissez très bien. Elle est appétissante, elle est vraiment super. Elle danse divinement et je suis très content, vraiment content. Merci. Cheveux de jet, regard de braise que souligne de longs fossiles, derrière son éventail sévillant, voici la nouvelle Carmen. La Benjamine des étoiles de l'opéra s'attaque au mythe de la belle gitane dans la chorégraphie imaginée il y a tout juste 50 ans par Roland Petit pour Zizi Jeanmaire. C'est un rôle qui peut être interprété de différentes façons par différentes personnes. Il est évident que Aurélie est une fille un peu timide, encore un peu réservée. J'espère qu'elle va pouvoir sortir de sa réserve. Et Zizi était au contraire une tigresse. Enfin, je veux dire que ce sont deux tempéraments complètement différents. Il va falloir qu'Aurélie compose. Bagarreuse et frondeuse,
Autant qu'allumeuse, Carmen n'est pas un personnage évident à camper, surtout quand, comme Aurélie Dupont, on a d'abord brillé dans La Belle au bois dormant. C'est un personnage dans lequel on ne m'imagine pas forcément au premier abord, parce qu'on a souvent, on dit de moi que j'ai plutôt un visage d'angelot entre guillemets, donc c'est vrai qu'une Carmen on l'imagine avec une gueule, avec des traits coupés au couteau, c'est pas mon cas. Donc ça a été un challenge et une excitation pour moi de me dire tiens, est-ce que je pourrais finalement faire une belle Carmen. Aux côtés de Manuel Legris, autre étoile de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont fait une Carmen très convaincante, démontrant au-delà de la technique qu'une danseuse est aussi une actrice. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les deux principaux titres. Augusto Pinochet est arrivé cet après-midi à Santiago du Chili. Après 17 mois de séjour forcé en Grande-Bretagne, le dictateur de 84 ans, que l'on disait cloué sur une chaise roulante, s'est levé pour saluer chaleureusement son entourage. L'euthanasie pourrait être admise dans des cas rares et exceptionnels, a estimé aujourd'hui le comité d'éthique qui regroupe juristes et scientifiques. Cet avis est loin de clore la polémique sur ce qui reste un sujet tabou. Dans un instant, la météo, Nathalie Runéoué, plus le point route de Valérie Maurice. À 20h55, Maigret avec Bruno Kremer. Minuit, Florence Duprat au dernier journal. Demain, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit l'actrice Ariane Ascaril. Je vous retrouve demain à 13h. Très bonne soirée à tous. Au revoir.